Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. Ik ben bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over... We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, Excuseer. wel, ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Excuseer, een vraag uit het publiek aan... ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemband. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan over dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, gedurende een half uur. Dit kan voor mij Uitgelachen te absoluut worden niet. vlak in het gezicht van vreemd publiek. Even naar. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique salée. Ça faisait longtemps. Trop longtemps. Pour celles et ceux qui découvrent le format, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, notamment le double épisode sur Call of the Dead, qui n'a pas vraiment décollé à comparaison des critiques salées de l'univers Walking Dead. Comme pour la saison 5, la saison 7 sera traitée en deux parties, donc je compte sur vous pour donner un aussi bel accueil à la seconde partie qu'à cette première vidéo. Je n'avais pas fait de retour en critique salée sur la saison 6, il y a des réactions salées à chaque épisode de la saison sur la chaîne ceci dit, et je vous invite à aller les voir si c'est pas déjà fait, si ça vous intéresse bien sûr. Mais pour faire un petit résumé bien bref, sur ces épisodes, j'estime que seulement 4 sont bons. Le quatrième, qui malgré sa proposition qui peut déplaire de par un rythme assez lent, a très bien fonctionné pour ma part et a su démontrer que John Dorie avait toutes les armes pour être un excellent personnage. Je t'arrête direct là. John Dorie c'est déjà un excellent... Eh Grams, dépêche-toi de sortir tes putains de vidéos sur John Dorie. Merde! On en a marre, hein, je te le dis. Les épisodes 6, 8 et 9 sont dans la continuité de l'intrigue finale de John. La cassure de sa relation avec June en fin d'épisode 6, son dernier combat avec l'épisode 8 et les conséquences de sa mort durant le 9. Ces 3 épisodes sont loin d'être des chefs-d'œuvre, mais ont le mérite d'offrir quelque chose d'un minimum travaillé à comparaison de tout ce que la série a pu proposer depuis la saison 4B. Par la suite, on a toute cette histoire avec Teddy et le John Dorie senior, avec un épisode final qui déclenche la mise à feu des missiles nucléaires et les explosions. Avec, ne l'oublions pas, les prémices totalement gratuites et totalement what the fuck du versus entre Morgan et Victor. Comme d'habitude, likez et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne et la vidéo par extension à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming. Si vous pouvez vous le permettre, prenez un abonnement sur la chaîne Twitch où vous pouvez me retrouver en live 5 soirs par semaine. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. Avec la saison 5, je pensais qu'on ne pourrait pas voir pire saison pour fuir et finalement, comme on va le voir avec cette saison 7 à travers cette critique salée en deux parties, eh bien si, c'est possible et ça donne vraiment envie pour la saison 8. Trois mois après les explosions nucléaires, on suit un espèce de clochot qui se fait choper comme un imbécile et finit chez notre nouveau dictateur de l'apocalypse. BTDR, t'es qui? My name is Victor Strand. Ça fait le tour du proprio, le Victor c'est le roi des pachas, il en branle pas une, tandis que des random rangers lootent dehors pour la tour, et recrutent des hommes et des femmes. Mais Victor insiste bien sur le fait qu'il ne recrute dans sa tour que des gens de valeur, qui selon lui peuvent apporter ou pas quelque chose. Avoir un Victor Strand en mode pacha dans son confort et ses manières, c'est quelque chose qu'on connaît, et qui faisait son charme en quelque sorte dans les premières saisons. Mais là c'est vraiment prendre cet aspect du personnage et le pousser à l'extrême, juste gratuitement, juste pour avoir cet antagoniste 2.0. Par rapport aux Rangers aussi, mais à quel moment ces gens-là lui obéissent toujours au doigt et à l'œil? En saison 6, à la limite ça pouvait s'envisager, mais là c'est juste improbable que ces gens-là le suivent alors qu'il ne fout absolument rien, tandis que eux crèvent dehors pour ses caprices de diva. Howard est un bel exemple de cette gratuité au niveau de la loyauté. Sa rencontre avec Victor en fin de saison 8 était tellement nulle, à coup de je suis Morgan Jones, puis non en fait je suis Victor Strand. Le Howard il s'est pas dit que le gars Joe était un peu louche, mais est tombé dans son délire
pour devenir un Alfred pakistanais qui aboie sur ceux qui parlent mal à son maître. Après, sur le toit, il ose nous sortir la plus grosse disquette du monde qui nous a été donnée d'entendre dans une œuvre post-apo radioactive en plus. Pardon ? Vous êtes des pitres! Le Will il finit par parler à Victor, bien sûr après ça ce dernier veut le virer de sa tour parce que c'est un putain d'enfant, mais c'est pas le seul, puisque la réaction de Will c'est de dire à Victor qu'il ressent son fardeau et lui offre donc un collier pour l'aider. Bien sûr ce collier c'est celui d'Alicia, ce qui éveille la curiosité de Victor, qui propose à Will de finalement rester dans sa tour, s'il l'amène à l'endroit où il a trouvé ce collier. Les deux personnages partent donc ensemble, le groupe rencontre des stalkers ainsi que des zombies sur le chemin. Will se crame tout seul en parlant d'une femme mais avoue ne pas la connaître. Victor le lâche car il trouve un indice pour le mener à une planque où serait Alicia. Bien sûr sans jamais être embêté par les zombies ou les stalkers. Arrivé au phare, le Will inverse la situation et pose ses propres questions à Victor sous la menace d'un flingue. Il avoue qu'en vrai il connaît bien Alicia et demande à Victor pourquoi est-ce qu'il pense qu'Alicia changera d'avis sur lui. Il se la joue, la tour fonctionne grâce à moi, à mes choix, à mon instinct, sauf que comme lui rappelle Will, il n'a fait qu'instaurer un climat de peur. Les gens lui obéissent et font tourner la tour selon ses désirs parce qu'ils ont peur qu'il décide de les foutre dehors. Comment le prendre au sérieux quand tu compares sa forme de dictature à celle de Negan par exemple? Le sanctuaire et la tour, vus de loin comme ça, ils ont quelques points en commun niveau dictature. Mais Negan, c'était pas une grande folle tout en haut de sa tour à regarder les gens agir pour lui. Non, il foutait aussi les mains dans la merde et mine de rien imposait par exemple des règles de bonne conduite. Et ce assez sévèrement. T'essayes de violer une femme, tu finis couteau de Rambo dans la gorge. Ce que je veux dire par là, c'est que niveau crédibilité de leadership, je crois en Negan alors qu'en Victor j'y crois pas du tout. Et plus on va avancer dans cette saison 7, et plus Victor sera ridicule dans ce rôle. Retour à Will et Victor, ça se fight à nouveau pour prendre le dessus sur l'autre, malgré qu'ils se confient l'un à l'autre comme deux bons vieux potes piliers de bar. Les zombies débarquent, au lieu d'en profiter pour tuer Will, Victor va plutôt refermer les portes du phare. William remarque que ce sont des gens du bunker et suggère donc d'aller voir ce qui a mal tourné là-bas. L'idée c'est sortir dehors pour sauver Alicia, mais dehors on voit que dalle, donc Will décide de faire fonctionner la lumière du phare, malgré le fait que ce soit improbable que ça puisse fonctionner. Victor se fait la petite horde, le duo arrive au bunker qui est totalement désert. Victor remarque une peinture avec écrit Padre. What is Padre? It doesn't matter. Bah oui, évidemment que ça nous intéresse. C'est dingue à quel point dans cet épisode, les deux, ils ont la spécialité à toujours répondre que ce n'a pas d'importance de répondre à une question quand même. Alors que c'est le principe, répondre à une question, c'est assez logique comme façon de faire les choses. Histoire de ne pas que dire du mal de l'épisode, à ce moment, le parallèle entre les deux personnages est sympa. Les deux aiment Alicia et ont ce sentiment de culpabilité, d'envie de se faire bien voir auprès d'elle. Ils finissent par se faire à l'idée de rentrer, Victor confiera qu'il pense même que c'est sûrement Alicia qui reviendra à eux, donc ils s'en vont en embarquant l'ampoule du phare, tractés par quelques zombies. De retour à la tour, c'est là que l'épisode part encore plus en couille. Victor décide d'un seul coup comme ça qu'Alicia ne pourra jamais l'aider à redevenir l'homme qu'il a essayé d'être pour elle. On souffle. Qu'il n'aurait jamais dû sortir de la tour car il a failli en mourir et que contrairement à ce que suggère Will, on ne peut que diriger en solo, pas à plusieurs. Que tout le monde a essayé de cette façon sans jamais atteindre le niveau où il en est. À cause de l'amour, que c'est une faiblesse, et qu'en fait au lieu d'utiliser la lumière du phare pour attirer Alicia, il pense que la lumière servira au contraire à l'éloigner le plus possible. C'était téléphoné depuis le début, Victor jette Will par-dessus le toit de la tour, insistant sur le fait qu'après ça, Alicia ne voudra plus rien faire avec lui. Le larbin Howard l'avertit que son phare va non seulement attirer les morts, mais aussi des gens qui aiment Morgan Jones. Victor répond qu'il n'est pas inquiet parce que toute personne qui essaiera de les atteindre devra d'abord passer à travers les zombies en bas. Wow! Cet épisode, c'est du remplissage de fausses idées pendant 35 minutes pour ensuite t'offrir un plot twist surprenant. Mais bien sûr que la réaction finale de Victor est surprenante, mais pas du tout dans le bon sens. As much of a con man as Strand is, as criminal as he could be in his actions, he's not a killer. Durant tout l'épisode, c'est un Victor qui veut retrouver Alicia, qui veut entre guillemets être sauvé par elle, qui nous est développé. Toutes ses paroles et ses actes vont dans ce sens. Tout ça pour finalement virer totalement d'opinion et de motivation en quelques secondes. Si comme il le dit, l'amour est une faiblesse, qu'est-ce qu'il en avait à foutre du collier d'Alicia? Pourquoi décider de risquer sa peau dehors à plusieurs reprises pour Alicia? Pourquoi il n'a pas tué Will quand il en a eu l'occasion directement? Pourquoi est-ce qu'il se confie à lui à des moments où il n'avait aucun intérêt à en tirer de se confier comme ça? Ça n'a aucun sens. Amener l'ampoule
boule du phare chez lui pour soi-disant attirer les zombies et éloigner les vivants, mais... Ma bite. Ce premier épisode fait miroir au premier de la saison précédente où c'était uniquement Morgan à l'écran. Là on ne suit que Victor pour marquer cette envie de construction de rivalité entre les deux personnages. Sauf que le premier de la saison 6, malgré tous ses défauts, offrait un Morgan assez crédible vis-à-vis du personnage. Alors que là, avec Victor, ça ne tient pas debout. C'est juste ridicule, mais sous prétexte que ça met Victor à nouveau au premier plan de la série, bah c'est génial. Je les avais pris pour des cons. Voilà. On commence cet épisode avec notre Grace qui sort dehors en quête de biberon et de lait pour le bébé. Alors déjà qu'avant les explosions nucléaires, à mon avis, sortir pour trouver de quoi nourrir un bébé, ça devait être compliqué. Mais alors après et durant les retombées radioactives, je pense que ça risque d'être encore plus compliqué. Ah ouais, pas mal. Un bel enchaînement, dites-moi. Avant de rentrer dans le supermarché, elle cherchait justement à communiquer avec les possibles personnes présentes, mais là, faut se planquer. Et elle est devenue invisible en plus. Non, un bon début d'épisode 2. Casse-toi là, Tourne et retourne au sous-marin, Grace étant au bout du rouleau, Morgan prend le relais tandis que Mo s'enclenche, mais il suffit de quelques notes de musique pour la calmer, et vu le son, on comprend mieux. Morgan rentre bredouille mais a trouvé une voiture pour que toute la petite famille se barre du sous-marin. Et la petite particularité du chef, l'air dans la voiture est safe. Et il le dit dans le plus grand des calmes tout en ouvrant le coffre de la voiture. C'est vrai que là, la radioactivité externe ne rentre pas dans la voiture. C'est pas comme si le coffre était ouvert, hein. Mais Grace est une experte en la matière et dit que ok, ça se tient. Donc forcément, c'est logique. Sur le chemin, le couple s'embrouille pour absolument que dalle. Si ce n'est remplir l'épisode, ils arrivent à avoir un accident pour une histoire de musique. Là, on n'est qu'à 16 minutes d'épisode et l'écran, on a déjà envie de l'éclater. Un espèce de gadjo avec un slibard sur la gueule débarque avec un fusil en main. Et avec sa femme, il se proclame parent de Mo. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Non mais pose-toi là, j'ai l'impression que tu vas pas bien. On est qu'à la moitié du second épisode, hein. Bois un coup d'eau. Parce que là, c'est rien. Franchement, va te servir un verre d'eau, garde-le près de toi, t'es pas au bout de tes surprises. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Non, pourquoi faire? Vous risquez vos vies pour la nourrir et survivre ensemble depuis des mois. Vous êtes déjà une famille. Mais ok, go poser la question, on sait jamais. Le couple parle du fameux padré qui nous a été fait mention sur le premier épisode. S'ensuit des scènes, mais juste what the fuck au possible. Morgan nous lâche son grand discours. Il finit par stopper la voiture, on rappelle qu'il tire en mode balèque, hein. Ça peut toucher Mo par erreur à tout moment, mais ça va. Malgré la gueule de Bay et ce qu'elle a pu faire, Morgan lui tend la main. Pour le coup, je salue le make-up sur la femme de Fred. C'est vraiment bien foutu. Dans la pièce, on retrouve Grace, Mo et Fred, alors que juste avant, il était parti avec Mo, tandis que Grace le pourchassait. Mais c'est pas grave, on avance au moins. Il reparle de Padré, les 4 adultes décident de s'unir pour sauver Mo, et retournent à la voiture. Et après tout ce qu'ils viennent de vivre et ce que Fred et sa femme apportent comme proposition avec Padré, Grace suggère qu'ils devraient retourner au sous-marin. Une voiture étrange arrive au loin, Morgan il se met en mode position de tir tout en retirant son masque. Au zèf de la radioactivité, une personne portant ce qui semble être un uniforme du CRM au loin sort de la voiture. Morgan lui tire 3 fois dessus, il remarque que dans la valise du couple il y avait en fait un bébé transformé en zombie. La femme confie que c'est son mari qui a fait ça, Morgan interpelle Grace avec des putains de boîtes de conserve en guise de talkie-walkie. Oh Seigneur tout-puissant. Grace plombe Fred et prend Mo dans ses bras. Morgan lâche son plus gros sourire à Grace. On remarque que la voiture du gars bizarre qui ressemble au CRM s'en va, en ayant embarqué le corps de la personne sur qui Morgan a tiré. Bay n'est pas énervée suite au décès de son mari, elle veut juste profiter du temps de vie qui lui reste pour rester auprès de lui et de son enfant. J'aurais trouvé la sortie bien plus drama si Morgan se chargeait de la tuer de façon clean, pour qu'elle rejoigne sa famille directement.
Mais putain, c'est pas vrai. C'est quand même, je pense, à la base du Morgan Jones qui revient en saison de Walking Dead. Un Morgan qui accepte ce qu'il a été durant sa période de folie, qui accepte d'être le résultat d'une multitude de mauvaises décisions et actes qui ont fini par l'amener sur le droit chemin. C'est un problème scénaristique débile que j'ai déjà pu pointer du doigt, surtout via Victor dans les précédentes vidéos. Le fait qu'on fasse constamment régresser les personnages vers des phases de réflexion, de remise en question, par lesquelles ils sont déjà passés durant les saisons précédentes. Un câlin de Grace et la petite famille retournent bel et bien au sous-marin. Bien sûr, Howard et ses hommes les attendaient là-bas. Ce dernier vient pour proposer à Grace de rejoindre la tour pour son expertise dans le domaine nucléaire. Une expertise claquée au sol, on le rappelle. Morgan demande à Howard de prendre Mo avec lui pour qu'elle ne manque de rien. Ce qui est pas bête en soi, mais Grace refuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que je vais taper sur la table. Howard, il s'en va bredouille, alors qu'il pourrait très bien embarquer Grace et Mo de force sans qu'il ne puisse rien faire. Mais non, on retourne à la tour gratuitement. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. There's enough to last us for months. Powder milk. Powder milk. We got powdered milk. Vous êtes des pitres. Non mais là, qu'est-ce que vous voulez que je puisse répondre à ça? C'est n'importe quoi, ils sont là depuis au moins 50 jours et ils ont jamais pensé à ratisser le sous-marin à ce point-là. Tout l'épisode n'est que remplissage. Tout ce dont ils avaient besoin était déjà là. On se fout littéralement de notre putain de gueule et d'une sacrée putain de force. Mais c'est pas fini. Scène finale de l'épisode, le gars qui s'était fait tirer dessus plus tôt est en fait le frère jumeau d'Emile, le chasseur que Morgan a tué durant le premier épisode de saison 6. Le gars, il garde la tête de son frère jumeau quand même. J'en peux déjà plus, on part vraiment en couille. Est-ce qu'on parle aussi du fait qu'il a été récupéré Rufus le clébard, qui était avec Morgan et compagnie en début d'épisode et qui avait disparu des caméras depuis? Allez, passons à autre chose, passons à l'épisode 3. On démarre l'épisode sur plusieurs boucles de temps où l'on comprend que John Senior et June suivent un calendrier en attendant de pouvoir sortir du bunker. Après 69 jours passés dedans et 296 restants avant de pouvoir sortir en étant safe, les deux sont réveillés par des secousses provoquant la chute d'un meuble qui cachait ni plus ni moins que la cachette secrète de Teddy où il aurait torturé toutes les femmes qu'il avait tuées par le passé et qui faisait donc partie de l'enquête du père Dory. It's not too late. It's never too late. Bien évidemment! Bien évidemment! Son enquête, elle a eu lieu il y a des années, depuis il y a eu l'apocalypse, une explosion nucléaire, et malgré le fait que Teddy soit mort, que normalement il serait sain de se dire que cette histoire est derrière lui, non. Le Dory, il est en mode fête du slip, allons-y, l'enquête m'intéresse. Totalement alcoolo en manque après que la réserve soit tombée, le Dory est obsédé par donc cette enquête à tel point qu'il entend des voix et sort dehors, alors que leur combinaison ne devrait être utilisée qu'après l'année passée. Il trouve le corps de Teddy ainsi que celui de Dakota, illustré par des flashbacks. Une scène très belle visuellement, il voit ensuite le corps de la dernière victime de Teddy qui le hante. June apparaît et descend le zombie qui s'attaquait à John. Après avoir remarqué au loin 3 personnes en combinaison et armées, les deux redescendent dans leur bunker. La pauvre June, après le canard WC de John, elle doit gérer le père alcoolo qui entend des voix. Des voix qui, durant sa cure d'alcool, vont le pousser via la projection de la femme morte à continuer de s'enfoncer dans cette pseudo-enquête malgré que June fait tout pour le rediriger vers la réalité. Entre le papy sénile, June qui le pique et les planches de bois qui leur tombent dessus, c'est un véritable sketch cet épisode. Et bien sûr, c'est le gars qui s'est fait piquer par on ne sait quoi qui se lève le premier. Le fait que la lutte de la femme morte guide John Dory, c'est stylé, mais dans l'univers Walking Dead, ça fait très bizarre quand même. Un aspect enquête, moi ça me parle, je rappelle que durant la saison 6, j'avais adoré l'épisode 4. Là, ce qui me dérange, c'est que le vieux Dory, il préfère suivre un fantôme dans sa tête au lieu d'aider June qui, elle, a besoin de lui. Et est réel. Par le Saint-Esprit et une pirouette scénaristique, John sait où aller pour retrouver le corps. Il passe devant June en mode ouais, faut que j'y aille. John remet en question le calendrier de June puisqu'ils ont vu des gens à la surface survivre tranquillou avec leur combinaison. Et là, le twist, c'est que June a inventé ces chiffres à respecter parce qu'elle ne veut pas remonter à la surface. What the fuck is this piece of shit? I made them up.
Suite à cette dinguerie, le Dory décide de remonter à la surface malgré que June lui rappelle que ça fait 40 ans que la dernière victime de Teddy est morte, donc que son enquête est ridicule, mais le Dory... Ça me bat les couilles! Et là c'est stratosphérique, puisqu'après avoir lâché June comme une vieille chaussette pour une hallucination, il dit à cette hallucination qu'elle n'est pas réelle, mais que June, elle, est réelle. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Putain de merde, je le crois pas! Mais, trou du cul, depuis le début tu le sais que tu préfères suivre un fantôme plutôt qu'aider June, qui elle existe vraiment. T'es passé devant elle en mode bas les couilles, sachant en plus pertinemment que les gens de la surface veulent rentrer dans le bunker. Mais c'est une fois que tu les vois au loin que tu te dis oh merde, c'est vrai que June est réelle et a besoin de moi. Je tombe à la ramière. On voit les attaquants taper sur la trappe d'où John est sorti, alors que lorsque ce dernier sortait, il les voyait déjà taper sur quelque chose au loin. Alors à moins qu'il y ait 2 trappes pour rentrer dans le bunker, ça n'a aucun sens. Dory, la tremblote, tire sans jamais rien toucher, mais il suffit de regarder sa main pour qu'elle ne tremble plus et qu'il puisse à nouveau lâcher des headshots. Il tombe par terre, relève la tête et voit toutes les femmes que Teddy a assassinées. Après un petit montage dynamique, les femmes sont en fait des zombies. Et évidemment que le gars descendu dans le bunker attendait que John arrive avant d'oser s'en prendre à June, alors qu'il aurait pu tirer sur June 100 fois avant. Comme un événement totalement gratuit et what the fuck n'arrive jamais seul, c'est justement en aidant June qu'il finit par trouver le corps de la dernière victime de Teddy dans le bunker. Ah, bah ouais, logique. C'est exactement le même schéma que l'épisode précédent avec le lait pour Mo. Le personnage de l'épisode va passer tout l'épisode à chercher quelque chose qui est en fait au point de départ depuis le début. Ça va, on les remplit comme il faut ces épisodes de saison 7. Donc finalement le Dory tient sa promesse faite il y a 40 ans. Avec June, il décide d'enfin se barrer du bunker car le plafond ne tient plus.Cette tsunami, ce désastre. Tel Steve Rogers, le papy Dory se réveille plusieurs jours après chez ce bon vieux Victor. Malgré le fait que Dory ne veut pas rejoindre Victor après ce qu'il a fait à Morgan dans le sous-marin, le Dory et June sont coincés ici vu que sortir serait un peu suicidaire vu la horde. Petite mention au fond vert bien dégueulasse au niveau de la fenêtre. C'est juste honteux. Scène finale de l'épisode, Morgan arrive au bunker où étaient John et Dory dans l'objectif de les sauver, vu qu'il avait entendu leur message radio. Il essaie de les recontacter par radio, mais c'est Victor qui répond. Everyone tried it your way and look what happened. Death, destruction. Face the truth, Morgan. You failed. I'm gonna rebuild the world. I'm gonna help everyone that you let down. Well, the ones that I see fit. La réponse de Morgan tout aussi nulle et what the fuck. But if I hear that is not what you're doing, if I hear that you've hurt anybody that I care about, I swear to God. Victor qui répond sinon quoi? I will come for you, Victor, and I will do what you tried to do to me on that submarine. Only I won't miss. L'épisode 4 centré sur Sarah, c'est ce qu'il nous fallait, hein. Qui ne rêvait pas d'un épisode centré sur elle, je veux dire Sarah. Ce personnage si exploité, si profond, avec cette dramaturgie si forte, hein. C'est ce qu'il fallait pour sauver la saison, clairement. Ah ouais, d'accord. Par contre, c'est ma vidéo là, Grimes. Ça fait 2 fois que tu débarques sans prévenir là quand même. Ah d'accord. Ah du coup, on peut pas intervenir dans la vidéo de ses potes sans prévenir. C'est interdit maintenant, ok, très bien. Je vois 2023, l'année du progrès, ok. Je vais te dire quelque chose, Tokoy. Oublie pas d'où tu viens. Moi j'ai oublié, mais toi tu sais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. 2 jours après la fin de saison 6, Sarah se réveille à Fort San Vicente avec le groupe qui était parti en hélico CRM. Somebody left it open. I closed it. Are you sure, Daniel? Yes. No, I don't think so. No te preocupes, lo vamos a seguir trabajando. Déjà envie de tout casser, en retournant encore sur un Daniel complètement sénile, alors que sur la fin de saison 6, il était beaucoup moins gâteux. Fierce Nexa, faire avancer un personnage pour ensuite le faire régresser plus tard quand ils ont besoin de remplir un épisode. Du coup, étant donné qu'on a seulement plus de jours après les explosions nucléaires, est-ce que l'épisode va exploiter avec brio cette opportunité de raconter quelque chose de vraiment intéressant autour de ça? L'objectif de Sarah, c'est de retrouver Wendell. Les journées passent, elle finit par avoir quelqu'un au talkie. Momo?
Ta gueule, criminel! Ça suffit maintenant! Elle fait la rencontre de Josiah qui veut se servir d'elle pour retrouver Morgan et venger son frère jumeau. Sarah ne veut pas, mais celui-ci lui dit qu'il est son seul espoir pour retrouver son frère Wendell. Un cliché sans nom, une phrase bateau. On aurait pu avoir un beau parallèle de frères, mais à travers ces deux personnages-là, ça le fait vraiment pas pour moi. Sarah nous informe qu'on est à plus 78 jours, et donc qu'on est plus dans la suite des épisodes précédents, et du coup, ce qui pouvait être potentiellement intéressant s'est envolé. Wendell and I, we're twins too, but... Oui, bien sûr, des jumeaux, ouais. Il tombe sur un cinglé qui s'amuse à stocker des zombies pour les dépouiller de leurs fringues et objets. Dans le tas, Sarah remarque un fauteuil roulant rempli de tripes, donc elle pète un câble. Ça s'embrouille avec le Josiah, se tape un bel accident à la con et ça finit nez à nez avec une ogive nucléaire, tandis que les zombies débarquent au loin. Le Josiah demande à Sarah d'appeler Morgan pour venir les secourir. S'ensuit une discussion-confession intime entre les deux où Sarah insiste et nous confirme bien qu'elle et Wendell sont bel et bien jumeaux. Je me suis renseigné et c'est vrai, il arrive qu'un couple puisse avoir des jumeaux avec chacun une couleur différente. C'est très rare mais ça existe vraiment, soit. Sarah appelle donc Morgan à la radio, tente de convaincre Josiah de ne pas tuer Morgan. Ce dernier débarque et se bat contre Josiah qu'il prend pour Emile. Les deux se battent tranquillou tandis que tous les zombies ne s'en prennent qu'à Sarah qui est sur le toit de la voiture. Ok. Et là c'est la scène what the fuck par excellence. Josiah sort la tête de son frère pour qu'elle morde Morgan. Mais ce dernier se défend et le Emile zombie mord Rufus. Mais on devient fou. Suite à ça, le Josiah il a une révélation divine sur sa vie et façon de voir les choses. Wendell and I were not exactly twins in conventional terms. Putain de merde, je le crois pas. Bah mince alors. Mais non, en fait c'est pas des vrais jumeaux. Mais c'est de pire en pire, pourquoi avoir dit le contraire? C'est de plus en plus perché cette série. Morgan et Josiah font la paix après l'enterrement de Rufus. Et Sarah se dit que si Wendell s'est retrouvé sans fauteuil roulant, forcément il n'y a que Victor qui a pu le sauver. Donc hop, cut rapide et on se retrouve devant la tour de Victor. Ce dernier confirme bien à Sarah que Wendell est bien avec lui. Elle décide donc de laisser son frère au KLM dans la tour parce qu'il y serait mieux qu'avec elle dehors. Au passage, le Victor critique Morgan et sa situation en mode il n'arrive pas à s'occuper des siens ni à nourrir un bébé, alors qu'on a pu voir que c'est tout le contraire au vu de la trouvaille qu'ils ont fait à la fin de l'épisode 2. Morgan propose à Sarah et Josiah de rejoindre le sous-marin. Le Josiah décide de rester à partir solo dans son coin, ce qui est assez foutage de gueule, sachant que l'acteur a été repris par les showrunners pour cette saison 7, justement parce qu'il voulait absolument retravailler avec lui. Ce serait culotté de l'avoir fait revenir que pour cet épisode 4. Morgan revient sur la fameuse ogive ouverte qui menacerait d'exploser à tout moment. Il faut donc réunir tout le monde pour s'échapper de sa zone d'impact. Dernière scène, on retrouve l'autre barjo qui stockait les zombies à un point de rendez-vous, disant avoir quelque chose pour un certain Arnaud. Ce quelque chose, c'est bien sûr la fameuse ogive ouverte. Dwight et Cherry. Les gars, je me chie dessus. C'est sûr qu'on va passer à un excellent épisode là. On commence sur une présentation des Cavaliers Noirs totalement ridicule. Hey! Salut mon pote. On est dans une série d'ici, chez CW. Le gars se barre, Dwight et Cherry peuvent largement le rattraper, mais non, pourquoi faire? Ça me met les galops. Logique. On est sur une crédibilité nucléaire vraiment présente. Vraiment, c'est là que pour rester raccord avec le thème nucléaire de la saison, c'est tout. C'est devenu qu'un style, il n'y a aucune crédibilité. Un siffle bien viril, bien cow-boy. Rentrée au bercail, la gamine met au parfum le couple qu'elle n'a pas entendu padrer à la radio. Donc eux aussi connaissent padrer. Les parents de la gamine, ils pètent un câble sous prétexte que la bouffe que leur ramène Dwight et Cherry n'est pas assez bonne. Malgré qu'en plus qu'ils ont un toit au-dessus de la tête pour vivre, ils veulent se barrer pour trouver mieux ailleurs. Culotté ceux-là quand même. Mais en vrai, balèque d'eux, s'ils ne veulent pas croire en padré, et bah qu'ils se barrent en fait. Ça vous fera plus de bouffe pour survivre. Ils sont perchés les Cavaliers Noirs là. On en est là, Ils se sont crus dans Fallout à s'inventer des noms de super-héros de l'apocalypse ces deux-là. Depuis son transfert, c'est comme ça. Mais vraiment, je leur dis, quel gâchis pour un personnage comme Dwight qui était si bien dans la série mère. Les Cavaliers de leur mort reçoivent un appel de radio et se déplacent comme des petits toutous à un piège d'Howard, qui bien sûr retire son masque, prétextant Lose the masks. Readings are clear here. Ah ok, bon, si les chiffres sont bons alors. Ils se font embarquer chez notre dictateur Wish qui tape son meilleur golf. Victor n'avait visiblement pas compris que les Cavaliers Noirs c'était Dwight et Cherry. The dark horses, for your request. Strand?
Pour le coup, j'aurais vraiment rigolé aussi fort que lui là. Victor veut les missionner pour récupérer une certaine Mickey qui se serait échappée de la tour pour retrouver son mari. L'histoire aurait potentiellement un lien avec Padre. En échange, il leur offre l'hospitalité dans ce qu'il appelle son sanctuaire. Un mot qui fait écho au Sauveur et donc fait tilt pour Cherry. Cette dernière rejette l'offre. Une fois dehors, le couple décide quand même de retrouver Mickey, ce qu'ils font très rapidement sans que l'on sente qu'ils ont beaucoup cherché avant de la trouver. Ça discute autour d'une bière parce que depuis le début de la saison 4B, si les personnages de Fear ne se mettent pas une bière dans le cornet, c'est que rien ne va plus. Mickey explique que Victor veut la reprendre uniquement parce qu'elle a réussi à s'échapper de la tour et à traverser la horde grâce à ses protections Wish avec du scotch et qu'il ne voudrait pas que les gens apprennent comment elle a fait pour passer la horde. On rappelle quand même que depuis la première saison de The Walking Dead et aussi les premières saisons de Fear, qu'il suffit de se mettre des triples doses de zombies sur le corps ou sur les vêtements et ça passe. Mais non, là c'est que des vieilles tenues toutes claquos qui peuvent te permettre de traverser une horde. C'est débile. Dearly beloved. What'd you say? Le Dwight le reconnaît l'une de ses catcheuses préférées. La comparaison tag team entre Mickey et son mari et Dwight et Cherry, comme une envie d'éclater l'écran à ce moment-là. We spent a long time crisscrossing the country, trying to find each other with nothing to go on but letters. And we found each other. Comment on fait pour garder notre calme après ça? Mais comment? Comment j'ai la force pour me retenir? Faut vraiment rappeler à quel point elle faisait tout pour que Dwight ne la trouve jamais? Faut vraiment rappeler à quel point elle l'a traité comme une merde par la suite? Non, on va éviter. Ils embarquent donc la catcheuse pour retrouver son mari, et pourquoi pas Padre, même s'ils ont sûrement aucune putain d'idée d'où est Padre. Drama en rentrant au bunker, les parents ont une balle dans le crâne et la gamine est zombifiée. Personne se demande pourquoi, comment, mais Dwight se remet en question, et se dit que Victor a sûrement raison, qu'il devrait retourner à la tour. Mickey envoie se faire foutre, ainsi que Cherry qui l'abandonne une fois de plus. Les deux femmes ont une conversation sur le chemin et Cherry avoue à Mickey qu'elle laissait des lettres à Dwight, pour ne pas qu'il meure en la cherchant. Fallait peut-être l'attendre au moins une fois, histoire de lui dire et qu'il comprenne, qu'il arrête de te suivre en risquant sa vie. À son tour, Mickey avoue qu'en fait, elle ne sait pas où est son mari, qu'ils vont au gymnase juste par hasard, histoire de... Toute cette histoire ne tient sur rien, mais on y va quand même. Elle trouve le gymnase, il y a une horde bien sûr, Mickey n'est pas sûr de pouvoir passer la horde. Vous venez de finir un zombie, vous mettez ses tripes sur vos vêtements et vous la passez easy la horde, pas besoin de tenue spéciale pour. Le Dwight tombe sur le gars du début d'épisode qui l'accuse d'avoir tué la famille. Le gars avoue que c'est Victor qui lui a demandé de tuer la famille pour obtenir une place dans sa tour. Mais enfin, mais comment c'est possible? Victor c'est pas un méchant, pas du tout. C'est un bon gars, puis ça ressemble bien au Victor qu'on connaît de faire ça, de envoyer quelqu'un tuer une famille gratuitement. Le gadget finit en bouillie, hop. Retour à Cherry et Mickey et Seigneur, enfin quelque chose d'intelligent. Peut-être parler un peu trop vite moi. Même beaucoup trop vite. Cherry traverse la horde et les deux arrivent à rentrer dans le gymnase. Toute l'énergie qu'elles mettent à se raconter leur vie aurait pu servir à kill du zombie, histoire d'entasser plusieurs corps et faire en sorte que la horde ne puisse pas traverser et qu'elle soit tranquille dans le gymnase. Mais non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Surtout quand on peut aller sur un ring de catch. Sur le chemin, Mickey voit malheureusement son mari devenu zombie. Ce qui tombe bien d'ailleurs, c'est qu'au même moment, la horde est en pause clope, donc elle a le temps de chatter avec lui. Petit câlin sur le ring pour atténuer la douleur, Dwight débarque pour les prévenir que demander de l'aide à Victor n'est pas une bonne idée, vu que c'est lui qui a fait tuer la famille. Non, c'est une blague. Le Dwight, il devient une usine à munitions max, la Mickey, elle se croit en plein WrestleMania, totalement possédée par l'Undertaker. J'ai pas les couilles à la merde. Tandis que Dwight et Cherry galèrent autour du ring. Ce mélange de Damian Marley avec du catch en mode Fear, ça va pas du tout ensemble, et encore moins quand il n'y a aucune synchronisation entre le son et ce qu'on voit à l'écran. Après ça, on a le droit à la lettre du mari pour Mickey, où il lui dit de ne pas abandonner la vie malgré sa mort. I gotta find Padre. Dwight et Cherry se réconcilient de façon totalement normale. Dwight qui explique qu'il voulait accepter le deal de Victor parce qu'il veut fonder une famille avec elle, mais il ne l'a pas prévenu directement parce qu'il n'était pas vraiment sûr que c'était ce qu'il voulait. Mais il allait accepter parce que c'est ce qu'il veut. Ok, c'est tout à fait logique. On t'a tous et toutes compris, Dwight. Et Cherry accepte plus ou moins le délire alors que c'est la merde. Ils sont dans une situation de merde vu qu'ils ne peuvent pas aller chez Victor. Particulier de vouloir un enfant dans ces conditions. Appel radio pour les super-héros cavaliers noirs qui sont maintenant 3 pour
pour le prix de 2. Face à face, une espèce d'embuscade pour que les cavaliers les aident à trouver Padré. Et ils ont pas le choix. C'est exactement ce qu'ils veulent aussi, donc... Super cool, super nickel. Un début d'épisode qui nous fait comprendre qu'encore une fois, Althea a réussi à retrouver Isabelle et qu'elles ont vécu ensemble. Pour ensuite nous ramener au présent, avec encore une fois une Althea séparée d'Isabelle. Elle entend quelque chose à la radio et décide de sortir. On note que de base, elle ne porte pas de masque. Elle finit par en mettre un histoire de... Bah ouais, logique. Elle tombe sur Riley en mode zombie. Alors soit aller aux environs de l'endroit où Isabelle a récupéré les autres en fin de saison 6, soit le Riley il a marché tel Forrest Gump et s'est retrouvé ici par hasard. En parallèle, Morgan apparaît comme par magie dans le fourgon. Il la cherche et à son masque il ne garde pas longtemps puisque pour tourner une vidéo, il estime avoir besoin de montrer son visage en entier. Ça nous rappelle quelques souvenirs d'il y a 1 an et demi, 2 ans. En gros, il pense qu'elle cherche quelque chose de spécial mais lui demande d'arrêter. Un hélico passe au-dessus d'Althea, ce dernier a trouvé le fourgon, se pose près de lui. Ça va, elle est discrète comme une féline, les Stormtroopers n'entendent rien, et ne voient rien aussi visiblement puisque Morgan était sur le toit du fourgon. Le Morgan lui dit qu'ils ne peuvent pas partir bien loin parce que Grace est aussi dans le coin, à la chercher. Cette dernière dit qu'il faut se barrer maintenant sinon ils sont morts. Morgan veut absolument savoir qui sont ces gens dont il ne connaît pas grand chose. Althea veut lui en dire le moins possible, ce à quoi Morgan réagit mal, disant qu'elle n'a pas le droit de le traîner lui et Grace dans cette merde. Quoi ? Mais c'est vous qui êtes venu à elle vous a rien demandé. Althea n'est pas restée avec le groupe car elle estime que dans ce monde post-apo, post-explosion nucléaire, il y a des choses à raconter. Refaire ce qu'elle faisait quand Morgan l'a rencontrée en saison 4. Elle fait la remarque que les soldats lui ont pris sa caméra, ce à quoi Morgan lui répond que tant mieux, comme ça tu verras ce qui est juste sous tes yeux. Le duo finit par arriver sous un pont et se font attaquer. Ils se mettent à l'abri et bien sûr retirent leur masque. Pendant qu'ils esquivent les balles, Morgan insiste pour que Althea parle. Elle lui explique vite fait ce que sont ces gens qui ont pour mission de détruire toute preuve de leur présence sur leur passage. Elle explique également qu'ils recherchent Isabelle qui a déserté. On a quelques petits retours sur la vidéo qu'Althea et Isabelle ont tournée ensemble, où Althea comprend qu'elles ne peuvent plus vivre tranquillou ensemble, et que cette vidéo sert de souvenir car elles ne se reverront plus. Althea dit à Morgan qu'elle ne sait pas où est Isabelle, que c'est mieux comme ça. It's wide open. Trust me, Al. Yeah? Let's go. Go now. Now! Ouais, totalement à la merci des tirs, mais ça passe. Le gars qui tient la manette de PlayStation a réussi les QTE pour esquiver toutes les balles. Grace débarque pour les sauver, la voiture tombe en rade d'essence, bien évidemment. Le plan, c'est de retourner au fourgon avec l'hélico qui est à côté, voler le carburant de ce dernier pour le fourgon, et ainsi pouvoir utiliser le fourgon et sa puissance de frappe contre les 2 personnes du CRM. Vraiment, à chaque fois, c'est ultra bref. C'est que Maggie Grace qui parle, parce que bien sûr, l'actrice qui joue Isabelle, à mon avis, ils ont pas dû la voir à ce moment-là du tournage, elle devait être en RTT depuis la saison 5. Mais arrêtez de nous vendre des conditions réalistes sur le fait de pas pouvoir ou de pouvoir retirer le masque. Alors que la majorité du temps, vous le faites quand vous voulez, quoi. Ok, quoi couper? Ta gueule! Ils ont le carburant, mais pas les munitions. Morgan prévient Althea au talkie, mais c'était son plan. Depuis le début, elle saute sur la moindre occasion de se donner pour sauver les vies des autres, quitte à se foutre en danger. Elle attire les gens du CRM sur elle, proposant de coopérer en échange d'une interview. Bring my camera back. We haven't recovered a camera. Don't be a smartass. On se demande bien qui a pris cette caméra, dis donc. Ok Napoléon, Grace demande à Morgan pourquoi il a pris la caméra, il répond que c'est pour qu'elle ne fasse pas ce qu'elle a envie de faire en somme. Très gentil quoi. Althea s'entraîne à parler au gars du CRM devant le zombie qu'elle a ramené avec elle. Thank you for your help. Ok Napoléon. Le CRM a chopé Morgan et Grace et menace leur vie contre l'info d'où se trouve Isabelle. Elle avoue sans donner de confirmation, ce qui excite les soldats du CRM. Morgan en profite pour retourner la situation le temps que Grace puisse s'enfuir. Rentrer dans le fourgon où Althea lui dira de les attirer au château.
J'ai vraiment du mal avec ce genre de pirouette, surtout quand c'est suivi de 2 abrutis qui tirent juste pour tirer. D'espèce d'abruti. Et voilà que ça nous filme des chaussures, parce que bien sûr, à ce moment-là, comme je vous ai dit plus tôt, ils n'avaient pas l'actrice pour jouer Isabelle, sinon ils nous l'auraient montré. Trop malin les mecs. Puissant, là on est que dans la puissance. Puis Althea donne les coordonnées du point de rendez-vous pour l'hélico. La nuit est tombée, Grace et Morgan sont en chemin vers Althea et discutent d'eux, d'être les parents de Mo. Tout le monde est réuni, mais le plan d'Althea est menacé par un zombie qui passe devant le canon, en retirant la corde. Donc elle va s'occuper des soldats CRM, tandis que Morgan s'occupe du canon. Super efficace. Ça doit faire mal. Althea doit une interview à Morgan, ce dernier cherche à la convaincre d'aller rejoindre Isabelle. Why are you leaving here on your own? Morgan insiste un peu et obtient quelques précisions, mais à force, Grace craque, retire la caméra à Morgan et lui donne la cassette. Ça se fait des câlins et Althea s'en va pour aller loin des retombées radioactives. Elle leur laisse le fourgon et part à pied. On revient vers le château, faire les poches du gars du CRM. Morgan l'a suivi, il capte un appel radio venant du CRM pour les soldats. Ils sont rappelés. Althea répond à la femme au bout du fil, elle révèle qu'ils sont toujours sur la même cible et les coordonnées de la position de son hélico. Ce qui selon la réaction d'Althea semble bonne. Isabelle est donc en danger. Morgan lui fait la leçon de l'épisode, tu fais partie de l'histoire, tu n'es pas un morceau de machine comme ta caméra. You are the story. I'm grateful I got to be a part of yours, and I'm very glad that you got to be a part of mine. Me too. Althea part retrouver Isabelle dans cette petite maison sympathique. Finalement, ils ont réussi à récupérer l'actrice pour la scène finale de l'épisode au moins. Une conversation pleine de contradictions et Althea éclate sa caméra, symbole de son ancienne vie. Malgré leur peur, les 2 femmes partent pour une nouvelle vie. Ouais, bon, c'est surtout Maggie Grace qui enfin en avait marre de la série. Allez, salam Maggie, ne reviens pas dans cette série qui fait malheureusement tâche dans ta filmo. On débute cet épisode 7 par le narcissisme de Victor poussé dans des hauteurs jamais vues, et bien loin de notre Victor des 3 premières saisons. Non qu'il n'était pas narcissique, mais disons qu'on tombait jamais dans le ridicule à comparaison de maintenant. Le gars nous parle des 1000 ans à venir comme s'il avait trouvé une source d'énergie pour que l'humanité puisse survivre pendant des milliers d'années. C'est pris pour Tony Stark cet enfoiré. Coup de téléphone, un certain Arnold, C'est la puissance de la fougue. se présente en mode entretien pour rentrer dans la tour, se vendant comme charpentier. I just admitted someone with your skill set. On enchaîne plusieurs CV téléphoniques où Victor refuse un médecin et un pompier. Howard n'est pas convaincu, mais Victor répond qu'ils ne peuvent pas donner asile à toutes celles et ceux qu'ils demandent. Ouais, enfin, une femme médecin et un pompier, c'est vrai que ça mérite pas un minimum de réflexion. Non, mais il a raison, il a raison. Le pauvre Morgan Jones se débarque à son tour au téléphone. Mo ne va pas bien, il a besoin de son aide. En particulier l'aide de June pour voir ce qu'il ne va pas. Ce à quoi Victor répond... Tell him to take a hike. Et ça c'est Victor Strand ça, hein. Coleman Domingo va oser me dire que ça c'est une bonne écriture pour Victor Strand. Bah ouais. La princesse Strand découvre enfin son portrait mais pète une crise. Balance le portrait tout en menaçant la pauvre personne qui s'est cassé le cul à le peindre. Howard qui selon Victor ne le comprend pas. Suite à quoi il change d'avis sur Morgan et Mo et permet qu'ils puissent rentrer dans la tour. Une autre décision qu'Howard a du mal à comprendre. Morgan amène le sujet d'Alicia. C'est vrai qu'on est à l'épisode 7 et on n'a toujours pas vu Alicia. En saison 6, on la voyait déjà pas beaucoup, en rappelant bien sûr que Fear, c'est censé être l'histoire des Clark. Pourquoi faire? June s'occupe de Mo, retrouvailles avec Morgan, etc. June qui relativise sur la situation étant donné le matériel médical qu'elle a à disposition pour soigner les gens. Une situation qui ressemble pas mal aux événements de la saison 6 avec Virginia, que Morgan remarque et mentionne. June ne veut pas l'entendre, se confie sur John et le fait que selon elle, il serait mort parce qu'il n'a pas voulu jouer le jeu de Virginia, alors que non. Il est mort parce qu'une putain de gosse à la con lui a tiré dessus. That's not what I want. Salut mon... Victor avoue qu'il a fait venir Morgan pour une tâche qu'il ne peut accomplir, que c'est non négociable sinon il ne reverra jamais le bébé. Oh le con! Oh le con! Mais c'est pas moi, je me suis fait avoir. Évidemment pas le choix du coup. Puis un zombie tape à la fenêtre de la tour. Des hommes en bas qui envoient des zombies par catapulte. Des zombies avec des explosifs dans le bide carrément. Vous
Vous nous prenez vraiment pour des cons? Il s'agit du Arno, que Victor avait refusé dans sa tour. Son groupe est celui qui a récupéré l'ogive nucléaire. Son envie, c'est que les siens puissent vivre avec eux. Bien sûr, le dictateur refuse, malgré les menaces d'Arno, d'utiliser l'ogive pour envoyer des zombies radioactifs avec la catapulte. Victor pense qu'il bluffe parce qu'il veut la tour pour survivre. Il n'a pas vu le mythe saison 4 de The Walking Dead pour oser lâcher cette phrase. Morgan propose de passer un appel radio pour régler la situation. Victor le soupçonne d'être de mèche avec les attaquants et n'a pas confiance. Il commence à avoir une douleur à la gorge. June débarque pour s'occuper de lui. Et 10 minutes plus tard, Victor se réveille, pensant qu'il a été empoisonné et rejette toute forme d'aide de la part de Morgan, tandis que le Arno rebalance des zombies sur la tour. A noter que les gars ne sont pas si éloignés de la horde autour de la tour, mais elle ne se retourne jamais contre eux, alors qu'ils font du bruit. Mais ils sont invisibles pour eux. Victor accepte donc l'aide de Morgan et l'appel à l'ami de Grace est effectué. Morgan est surpris que Victor ait changé d'avis comme ça, mais moi personnellement je suis surtout étonné de voir qu'on puisse penser que Grace et les autres vont faire quelque chose contre les ravageurs. Ils vont faire quoi? Débarquer à la Gandalf? Le Victor y part totalement en couille, menace son bras droit, remet en cause tout le monde, révèle à Wendell qu'il n'a pas voulu accepter Sarah dans la tour et ordonne à Morgan de l'accompagner jusqu'à l'armurerie, avec en guise d'assurance le fait qu'il tienne mot avec lui. C'est lunaire. On a toute une phase de merde de gain de confiance ou pas entre Morgan et Victor, avec une Mo qui se fait descendre en rappel autour de zombies. Trop bien ce moment. Après avoir donné mot à Morgan, Victor évoque Alicia et revient sur le fait qu'il voudrait que Morgan trouve Alicia, parce qu'il pense qu'elle ne voudrait pas qu'il la trouve. On oublie totalement ses actions de l'épisode 1 alors. Je suis pas nickel. Il insiste sur le fait qu'avec Morgan, Alicia serait plus enclin à être découverte. C'est juste débile. Après les soins fournis de June à Victor, un échange avec Morgan. Ce dernier tend la main à Victor qui remarque une trace bleue sur son pouce. Retournement de situation de dingue. Mais hasard de dingue! C'était Morgan depuis le début. Morgan se dédouane d'Arno, il ne pensait pas que ça irait si loin. Il voulait simplement atteindre définitivement Victor, à raison, étant donné qu'il est devenu juste cinglé dans cette saison 7. Howard intervient armé et amène Morgan sur le toit pour le jeter. Mais le téléphone sonne. C'est Grace qui informe que des zombies radioactifs se sont mélangés à la horde autour de la tour. Victor lui propose de l'en débarrasser en échange du fait qu'elle puisse venir à la tour et y rester avec Mo. Le Morgan se fait donc expulser de la tour et Victor demande à ce qu'on lui ramène la peinture. On le retrouve devant à dire qu'il aimerait que les gens le voient comme ça. Is everything okay? Bah ouais, là, il va très bien le type. Énième remise en question de Victor. I'm not Morgan Jones. I'm Victor Strand. Il demande à avoir Mo et il veut passer du temps avec elle pour qu'elle s'habitue à son nouveau père. Pardon? Mais tu es fou! Mais tu es fou! Allez vous faire enculer! Est-ce que je dois vraiment commenter ça? Les mecs, ils sont des centaines dans la tour. Il y en a pas qui ont assez de courage pour le renverser alors que c'est juste la chose à faire. Je sais que c'est le scénario à chier qui veut ça, mais putain, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus! J'en peux plus, frère! On retrouve Morgan en mode clochard dehors avec son masque, comme pour faire genre qu'il serve à quelque chose, tu sais. T'as les ravageurs avec leur ami les cavaliers de l'apocalypse qui débarquent devant notre messie, et ils retirent tous et toutes leur putain de masque. Pendant qu'ils accompagnent Morgan à leur campement... The wind's blowing in the right direction. Take your masks off. Mais on s'en bat les couilles! Mais arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Y a aucune putain de cohérence ou de logique avec vos masques et le traitement radioactif de la série. Le leader du campement veut rencontrer Morgan. Thierry précise que le leader n'est pas un homme, mais une femme. Eh les gars, venez, on fait un reveal sur Alicia en lui mettant un masque pour qu'elle le retire. Cette grosse merde qui se fait. Vous êtes des pitres! Alicia qui fait enfin son retour est dans le besoin. À peine le temps d'expliquer les choses que des zombies débarquent autour du camp. Les tirs provoquent des explosions qui libèrent des gaz radioactifs. Everybody run now! L'épisode commence sur la scène finale d'Alicia en saison 6. On la retrouve enfermée face à Teddy. Moi qui pensais qu'elle serait simplement dans une petite pièce solo, et bah non. En fait, elle est dans une énorme structure piégée avec plein de membres du culte de Teddy, dont le fameux Arno qui lui dit qu'elle est censée les guider pour ce qui est à venir. Alicia réagit violemment, mais Arno dit aux autres de la laisser partir. Retour au présent, là où l'épisode 7 s'était arrêté. Une centaine de zombies débarquent, en bonus le gaz radioactif. Double danger pour nos héros. Malgré
Malgré ces dangers-là, Morgan arrive à demander à Alicia pourquoi elle n'apparaît que maintenant dans cette saison 7. Mais c'est une longue histoire, donc pas le temps de donner une raison. D'accord, bon, mais y a pas le feu, cool. Petit bond dans le temps, Alicia et Morgan ensemble, ce dernier explique la situation par rapport à Victor. Alicia ne veut pas voir Strand, mais elle a besoin de Morgan par rapport à un zombie. What? Pas le temps de comprendre qu'on vient en mode flashback. On nous met la rencontre entre Alicia et Will qui faisait partie d'un groupe qui a été tué par celui de Teddy. Ils ont tué tout le monde sauf lui. Quel hasard. Le Will, il a un moyen de sortir d'ici, mais il préfère ne pas le dire tout de suite histoire de faire durer l'épisode plus longtemps. On tourne et retourne au présent où Alicia déballe enfin son sac. Elle cherche un fameux endroit qui s'appelle Padre, un endroit plein de ressources avec tout ce qu'il faut pour survivre. Elle précise qu'elle ne sait pas où c'est, mais qu'un zombie, lui, sait. Je tombe à la ramière. Putain de merde, je le crois pas. What makes you think that? You won't understand. Look, no one has. You're just gonna have to trust me. Mais on devient fou. Mais qu'est-ce qu'elle nous baragouine, bordel? À quel putain de moment on peut comprendre quelqu'un qui pense qu'un putain de zombie connaît le chemin vers Padre et que juste parce que tu le tiens en laisse comme un clébard va t'emmener à ce putain d'endroit qu'est Padre? Et en plus, quand ce grand malade de Morgan lui demande comment elle peut le savoir, ce qui est encore plus what the fuck parce qu'en gros il accepte l'idée qu'un zombie puisse servir de GPS, elle répond « Tu ne comprendrais pas ». Malgré l'arrivée des Rangers de Victor, qui débarquent à leur trousse, ils trouvent le zombie GPS et le libèrent. Retour au passé, Alicia remarque un gros dossier secret défense du gouvernement américain, avec en gros Padre, et au-dessus écrit « Recréer le futur de nos régions ». Elle empêche le groupe de condamner Will à la morsure. Il est pas bien celui-là, ils se connaissent à peine. Seigneur, Victor a bien fait de le jeter par-dessus son toit, bordel. Et du coup, reveal du fait que le GPS zombie, c'est en fait le sénateur. Retour au présent, qui insiste sur le sénateur zombifié, au cas où les plus débiles n'auraient pas compris. Les sbires de Victor débarquent pour tirer partout, sauf sur Alicia et Morgan, alors que leur mission, c'est de le tuer, hein, le Morgan, malgré leur marché passé à la tour. Ça fait tellement cheap, tellement irréaliste de voir ça, bordel. Victor se dévoile à Alicia, mais elle ne daigne pas répondre et saute dans l'eau rejoindre le sénateur, suivi par Morgan. On est sur une petite pause discussion alors que Victor et ses rangers sont après eux. Alicia dit ne pas reconnaître Morgan puisqu'elle a essayé de tuer Victor. Les deux repartent sur des sujets déjà vus en saison 5, mais faut remplir. Morgan qui rejette totalement l'idée de Padre, il doute fortement de son existence. Rappelons quand même qu'en fin de saison 5, il avait décidé d'aller à un endroit pas du tout garanti d'être safe. Morgan n'a aucun putain de sens, aucune logique ou cohérence dans son écriture, toujours dans la contradiction, toujours perdu le type. Quand Alicia se met à dire que les zombies ne sont pas entièrement morts, qu'ils sont des échos de ce qu'ils étaient autrefois, le Morgan, je t'explique, faut pas dire ça devant lui. Il part pour décapiter le sénateur que les Rangers de Victor débarquent. Petit retour au passé, où l'on peut observer un sénateur pépère tel 007 qui rampe tandis que les explosions nucléaires ont lieu au même moment, séparant le groupe en deux. Retour au présent, Alicia et Morgan attachés, Victor qui débarque, échange avec Alicia où il dit avoir besoin d'elle, qu'elle-même ne croyait pas en Padre dans les notes qu'il a pu observer dans le bunker durant l'épisode 1. Il ordonne aux Rangers de tuer Morgan. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Victor s'excuse à peine qu'Alicia exige qu'il se casse alors qu'il est en position de force. On retourne au passé où le sénateur se dit « Tiens, il y a du bruit, je veux bouffer Alicia maintenant. » Bon, à la métripe sur elle, je suis pas censé me retourner contre elle, logiquement, mais balèque. Ah! On comprend mieux le geste. You don't have to rebuild the world the way Teddy wanted you to. You can rebuild it the way you want to. You need to survive. Gros plan sur son bras mordu, transition au présent. Morgan s'inquiète. Alicia lui révèle son bras. Elle a gardé l'os de son avant-bras. Pourquoi faire? Au-delà de l'aspect qu'on peut trouver stylé ou non, sa façon de marcher, c'est kitsch. On comprend que son vrai bras gauche est dans son dos. On retourne au passé.
t'aurais pu le faire plus proprement, Mireille. Petit bond en avant, Alicia a survécu malgré une fièvre, un fait qui a attisé les théories autour du personnage concernant le fait qu'Alicia serait immunisée au virus zombie. On fait beaucoup de tourner-retourne, entre passé et présent, donc retour au présent. Morgan et Victor suivent le sénateur qui finit par les amener non pas à Padré, mais à la tour de Victor. Le sénateur, meilleur GPS zombie. D'un côté, tant mieux, parce que s'il aurait vraiment amené Morgan et Alicia devant Padré, ça aurait été vraiment abusé. Morgan propose qu'elle rejoigne le sous-marin, elle explique que son amputation était trop tardive, du coup l'infection continue de se propager en elle, et que c'est qu'une question de temps avant que l'infection gagne contre son système immunitaire. Et c'est fini. Victor débarque à nouveau devant eux, propose son aide pour la sauver, insiste sur le fait que le zombie GPS les a amenés à lui, que c'est un signe et offre même l'asile à son peuple. Elle lui fait donc promettre de continuer de garder son peuple si elle devait disparaître. Mais elle entend un zombie, le regarde et reconnaît Will. Retour encore une fois au passé où Alicia se réveille et lit une lettre que Will lui a laissée, tandis qu'en même temps on a des images du présent montrant Alicia terminer le travail. Cette dernière confronte Victor, qui nous ressort son vieux discours de méchant tout nul comme à la fin de l'épisode 1. Why would killing him do that? Because he told me that he loved you. Alicia se retourne naturellement vers Morgan et décide qu'étant donné que Victor lui a pris tellement de choses, elle va lui prendre ce qui compte le plus à ses yeux, sa tour, et lui déclare donc la guerre. Ce qui était parti pour un 1v1 entre Morgan et Victor devient pour la seconde partie une promesse de guerre entre Alicia et Victor. Tout ça pour une tour qu'elle ne veut même pas de base. C'est juste pour se venger par rapport à un mec qu'elle a à peine connu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Cette saison 7A délivre une première moitié de saison qui nous met dans le ton d'une bêtise et d'un désintérêt rarement égalé dans l'histoire des séries. Même la pire des saisons d'une série DCW est plus intéressante et cohérente. C'est dire à quel point c'est mauvais. Et je vous dis ça, mais le pire est encore à venir, puisque non seulement la 7B fait pire en détruisant encore plus profondément à nouveau nos personnages des 3 premières saisons, mais en plus... Madison is back. Je suis agi de colère noire. Vous m'avez énervé. She's alive. Ils font revenir Madison, alors qu'on en avait fait le deuil du personnage. Mais bon, arrêtons d'être pessimistes, le retour de Madison ça va forcément être excellent, en total respect et cohérence avec le personnage. Et là, c'est fini la vidéo là. On va attendre la partie B maintenant. À moins que tu sois dans le futur, attendre. Pas bien cette robe.